Merci à toutes et tous pour, d'avoir accepté de participer à cette première table ronde de la journée. L'idée de cette table ronde va être de venir parler en fait, de cette question du territoire. Quand on a commencé à préparer tout ce travail, en fait, on s'est posé la question de quels étaient les enjeux qu'on voulait venir toucher du doigt lors de cette journée et comment est-ce qu'on allait travailler sur les projets demain. Face au contexte qu'on connaît aujourd'hui, vers quoi est-ce qu'on va, quelles sont les choses qu'on a envie de partager et sur lesquelles on a envie d'échanger. Et un des points forts qui ressortait, c'était cette question de est-ce qu'un projet culturel en établissement médico-social peut faire territoire? Alors, vous êtes nombreux sur cette table ronde avec différentes casquettes. Je vous propose, au fur et à mesure que vous prendrez la parole, de vous présenter. Moi, j'avais 2 questions. Quand on a échangé, on a eu l'occasion de discuter déjà un peu de ces sujets-là. Il y a quand même des choses assez fortes qui ressortaient dans vous, les exemples que vous avez mis en place, que ce soit d'ailleurs en Dordogne ou sur d'autres territoires en France. Et je voulais poser une première question. C'est quoi la différence entre un projet de territoire et un projet qui se déroulerait au sein d'un établissement? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Et de quelle manière est-ce que ça s'incarne dans ce que vous portez au sein de vos projets? Je vous laisse. Qui veut inaugurer? Pierre. Je m'appelle Pierre Guabeau, je dirige un groupe d'EHPAD public en Loir-et-Cher. Et en fait, notre volonté, contrairement à ce qui a pu être dit ce matin, c'est qu'en fait, on a ces 15 directeurs qui ont, il y a 6 ans, souhaité dire que le modèle de l'EHPAD, il n'est plus désirable ni pour ceux qui y vivent, ni pour ceux qui y travaillent. Et qu'avant tout, la question de la façon dont on travaille en EHPAD, c'est interroger la question de la fragilité humaine. Jusqu'au bout de la vie, dans des territoires qui sont, là où je travaille en Loir-et-Cher, aussi beau soit-il à côté de Chambord, dans des territoires avec un sentiment de déclassement très fort. Dont la question de l'isolement social mesure aussi la question de ce que vous avez rappelé, monsieur, ce matin, la question de l'amour profond qui a été utilisé entre les gens et qui se retrouvent fragilisés. Alors en fait, c'est marrant parce que nous, les directeurs d'EHPAD, on a parlé d'amour avant de parler des gestions d'établissement. Et quand on a parlé de la question de la place des artistes, c'est devenu au cœur du projet stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle interroge ce qu'il y a de plus universel entre nous. En fait, le rapport à la beauté, le rapport à l'œuvre, il est universel. Alors qu'en fait, on a oublié ce qu'on faisait. On a perdu, comme vous l'avez rappelé ce matin, la carte, la boussole et le territoire. Dans la référence à Houellebecq, on m'a dit d'être prudent. Mais c'est aussi redonner un sens. Pourquoi j'ai toujours milité depuis 15 ans pour pas qu'il y ait de projet en EHPAD, avec des résidents d'EHPAD qui sont des citoyens ordinaires avec des fragilités spécifiques dont les natures des projets doivent être ouvertes sur l'extérieur, parce que c'est la capacité à faire corps social qui permet de réinterroger le droit à la fragilité. L'invisibilisation de nos vieux dans les EHPAD, enfin de nos vieux, des personnes âgées fragiles en EHPAD qui viennent mourir avec nous, c'est une invisibilisation de la fragilité. Et ça, peut-être que c'est ça qui devient une exigence de vie, une pulsion de vie, une exigence de gestion, pour le coup. Parce que le changement, il ne viendra pas de nos EHPAD. Le modèle de formation, le modèle d'organisation, le modèle de financement, nos modèles conceptuels imposent un phénomène de reproduction sociale. Alors que si on met l'art, la culture, nos territoires dans nos établissements, c'est qu'on impose en fait un changement par la société civile de ce qui se joue dans nos établissements. Et je vais vous donner un chiffre. On n'a jamais eu autant de personnes fragiles en France et jamais eu autant de places vacantes dans nos EHPAD en France. On n'a jamais eu autant de postes vacants en France avec autant de gens sur le marché du travail. Enfin, il y a quand même un truc qui déconne là. C'est qu'on continue à faire vivre un système dont plus personne ne veut. Et donc, je vais vous donner un petit exemple personnel très rapide. Quand je suis arrivé en Loir-et-Cher, ni ma femme ni ma fille ne voulaient y venir. On habitait dans une grande ville bourgeoise. Et le premier truc que ma femme m'a dit, c'est: est-ce qu'il y a une école de musique pour notre fille? Je dis: bah non, il n'y a pas d'école de musique. Donc en fait, on a fait l'école de musique dans l'EHPAD. Et qu'aujourd'hui, ça a tellement bien marché, c'est qu'après le Covid, vous savez, il y a plein d'écoles de musique qui ont eu un genou à terre parce que les gens avaient perdu de la pratique culturelle amateur. Mais en fait, on s'est dit, pour avoir envie de faire la musique, il faut avoir des références. Donc on va faire venir des artistes. Et petit à petit, on s'est dit, mais tiens, 1 mètre carré d'équipement public qui sert pour l'EHPAD, ça peut aussi servir pour le reste. Et dans chacun de nos établissements, maintenant, on appelle ça des tiers-lieux. Alors c'est des trucs qui marchent bien pour prendre des subventions. En fait, on s'en fout de ce que c'est qu'un tiers-lieu. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de faire équipement, mais surtout projet de vie ensemble. Donc je suis assez touché de voir qu'il y a plein de gens aujourd'hui mobilisés. D'abord, c'est très impressionnant de voir
que, comme vous l'avez dit ce matin, monsieur Fiat, moi je suis profondément optimiste sur ce qui va se passer. Parce que pour la première fois, grâce aux artistes, grâce à vous qui intervenez dans l'établissement, grâce aux territoires qui viennent voir nos établissements, pas forcément pour la fragilité humaine, peut-être parfois juste pour avoir une salle gratos, je m'en fiche. Parce qu'à un moment, on fait société. Et que là, on est à un temps de bascule, où la question de la fragilité humaine, elle s'impose à nous tout simplement parce qu'on est en train de vivre la plus grande transition démographique que la société contemporaine a vécue. Ben moi, je me dis aujourd'hui, il n'y a que les artistes qui sont capables de l'intellectualiser, de le donner à voir, de nous l'imposer, comme dans l'espace public. Et vous verrez que ce n'est pas par les soignants, ce n'est pas par les élus que la révolution du modèle arrivera. C'est par l'incarnation des citoyens à dire qu'en fait, on est tous des citoyens ordinaires avec des fragilités spécifiques. Merci beaucoup, ça nous met en plein dans le sujet. Peut-être, moi, je demanderais bien à Pascal et à Nathalie de nous donner un peu leur témoignage aussi sur la manière justement dont ça s'incarne sur le territoire ici de la Dordogne avec les actions que vous menez. Je me présente, je suis Pascal Loubia, je suis responsable de l'action culturelle à la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, service du conseil départemental. Je vais tout simplement commencer, je vais reprendre la phrase qui a été citée par Éric Fiat, qui m'a beaucoup touchée, et je l'ai transformée. Je vais dire, le livre n'est pas un luxe, la bibliothèque n'est pas un luxe, c'est un lieu, une bibliothèque territoriale indispensable à tous les Périgourdins, à tous les Français. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord que la mission de la bibliothèque départementale, et bien sûr la mienne, à l'action culturelle, c'est de faire territoire. Donc on est tout le temps, c'est la mission première. C'est accompagner les Périgourdins, accompagner les bibliothèques, les professionnels, les bénévoles, les accompagner dans leur quotidien. Amener les Périgourdins, amener les personnes éloignées de la lecture, éloignées de ce lieu, de cet établissement, on peut dire aussi, hein, les amener vers, de rentrer, de pousser la porte. Et ça, c'est pas toujours si facile. On hésite d'aller en bibliothèque parce qu'on se dit c'est un lieu culturel. Quel est le plus bel objet culturel? C'est bien le livre, puisqu'on a commencé à en parler. Donc nous, bibliothèque départementale, on fait réseau, on fait un maillage sur le territoire et on essaie d'embarquer les bibliothèques, d'aider les bibliothèques, aussi bien dans le plus simple, c'est leur amener des documents parce qu'ils ne peuvent pas tout acheter et que nous, on a la chance d'acheter suffisamment, mais amener aussi de l'art, des livres, des expositions, des valises, et on les amène au plus près des établissements, au plus près pour qu'ils puissent les utiliser. Au plus près, c'est dans les bibliothèques. Alors, Nathalie va peut-être parler de ce qui se passe dans sa bibliothèque, puisqu'elle bénéficie de ces outils d'animation et d'action culturelle. Elle peut peut-être expliquer concrètement ce que vous pouvez attendre d'une bibliothèque de proximité. Alors bonjour, moi je suis donc Nathalie Constant, je suis la responsable de la petite médiathèque de Carsac-Kayak qui se trouve à côté de Sarlat. Tout le monde connaît Sarlat, Carsac-Kayak un peu moins. Évidemment, c'est avec ce que Pascal vient de dire, c'est ces outils et cette collaboration qui fait sens et aussi qui me permet, en tant que bibliothécaire, de pouvoir apporter la culture à des publics empêchés, avec l'EHPAD. On a aussi un EHPAD public sur le territoire, à côté à Carsac-Kayak, et aussi avec un travail qu'on fait avec l'association Altea et avec particulièrement l'Institut médico-éducatif, et un public d'enfants entre 12 et 18 ans qui sont autistes. Alors, aller dans les EHPAD, c'est très bien, on peut faire beaucoup de choses. On y reçoit beaucoup d'amour, c'est vrai, c'était très émouvant, le film qu'on a vu tout à l'heure, et c'est aussi ce que moi je ressens quand je vais faire des animations là-bas.
Et ce qui est aussi intéressant dans ce travail, c'est de pouvoir aussi sortir les personnes de ces établissements et de pouvoir les amener dans la bibliothèque pour les mettre déjà avec tout le public, à faire une inclusion et de pouvoir leur apporter et leur faire échanger avec tout le monde leurs ressentis, leurs émotions. Alors, en choses concrètes, par exemple, la bibliothèque départementale qui nous apporte des formations et des outils. Il y a dernièrement, la dernière animation que j'ai faite à la bibliothèque et qui est encore à la bibliothèque jusqu'à début décembre, c'est une exposition numérique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, des écrans, qui s'appelle « Observons les oiseaux », qui sert avec des tablettes numériques à entendre des chants d'oiseaux, des oiseaux qu'on entend un peu partout chez nous, avec des petits jeux où on doit reconnaître, on entend un chant d'oiseau, il faut reconnaître l'oiseau, on a tout un tas de petites interactions. Une partie de l'EHPAD, alors évidemment des gens qui étaient valides sont venus faire cette animation à la bibliothèque, mélangée avec du public, et on a vraiment passé un moment merveilleux. Et on a aussi sur la mairie, parce que je voulais dire aussi que tout ça se fait évidemment avec des volontés des humains, mais aussi des collectivités et l'accord des administratifs, avec des élus, avec les mairies, avec le personnel aussi, avec les services municipaux, puisque quelquefois on a besoin de grilles, on a besoin d'installations. Et puis, c'est vraiment le maillage, comme tu disais tout à l'heure, qui fait sens et qui réussit en fait à faire ces animations qui sont ciblées et qui sont étudiées par rapport au public qui a des besoins spécifiques quand même. Mais je rajoute juste, et puis je repasse le micro. C'est grâce à ce projet aussi culture et médico-social qu'on a pu nous renforcer et peut-être proposer à d'autres bibliothèques et puis de s'ouvrir en fait sur les établissements, notamment sur les EHPAD et quelques IME, leur apporter certains projets. Et ça je remercie l'agence et on participe à ce projet avec plaisir, même si c'est pas toujours facile de trouver des bibliothèques qui veulent bien jouer le jeu et participer, prendre du temps. Merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage. Vous évoquez beaucoup la question du dedans-dehors comme enjeu, en tout cas par rapport à cette question à la fois du territoire et du lien spécifique avec le médico-social. J'entends aussi l'intérêt, et en lien avec ce que disait aussi Pierre tout à l'heure, de la pluralité des acteurs impliqués dans ces logiques de dire si on veut faire territoire, justement, il va falloir qu'on implique différentes parties prenantes, des opérateurs culturels, la société civile, les établissements, et que ça ne se concentre pas à cet endroit-là. Du coup, je voudrais peut-être passer la parole à Camille et Anna pour qu'elles nous parlent un peu, elles, déjà d'où elles parlent et de leur expérience par rapport à ces questions de faire territoire et du lien avec le médico-social et de ces projets culturels. Merci. Alors, moi, c'est Anna, je coordonne un COTEAC sur la communauté de communes Ilverne-Salambre. Alors, qu'est-ce qu'un COTEAC ? C'est un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Et quand on entend donc faire territoire, est-ce qu'on peut faire territoire et est-ce qu'on peut aussi du coup intervenir dans des établissements spécialisés ? C'est là, je pense que les COTEAC ont toute leur place. Ce sont des contrats qui émanent d'une volonté quand même politique, puisque les signataires sont à la fois des communautés de communes, la DRAC, l'éducation nationale, il peut y en avoir d'autres, le département évidemment. Après, en tant que coordinatrice, on est plutôt... Je dis on parce que Camille aussi est coordinatrice d'un COTEAC. On est plutôt à l'endroit de la mise en place et de la mise en relation, la mise en lien, alors sur le territoire justement, entre à la fois
Donc les structures partenaires ou celles qui souhaitent le devenir, qui peuvent vraiment varier. Donc je prends l'exemple de l'IME du château de Neuvic, qui est sur le territoire donc de la communauté de communes pour laquelle j'opère. Et évidemment les artistes, mais également les éducateurs spécialisés, les enseignants, mais aussi les élèves de ces établissements-là. Donc notre but, c'est vraiment de faire le lien, et le Cotéac crée cette possibilité. En tout cas, c'est un outil qui permet vraiment de rassembler et de faire territoire. Après, le but serait également de réussir à intégrer tous les habitants au sein d'un même parcours, et ça, c'est une certaine bataille, mais on s'y attache. Voilà, Camille. Bonjour à tous, Camille Forêt, donc coordinatrice du Cotéac en Dronne-et-Belle, du côté de Brantôme, dans le nord du département. Juste pour poursuivre ce que tu disais, Anna, et puis pour rebondir un peu sur ce qui a été dit aussi ce matin, on parlait de démocratisation culturelle, et en ça, les Cotéacs, c'est vraiment un outil de la démocratisation culturelle, parce que ils permettent de mettre des moyens sur les territoires pour que des artistes viennent à la rencontre des habitants. Mais ce qu'on avait envie de noter aussi, c'était qu'au-delà de ça, l'idée, elle est hyper importante, que chaque habitant rencontre une œuvre. Mais ce qui peut être très chouette aussi, c'est qu'autour d'une œuvre, chacun se rencontre. Et c'est en ça qu'il y a la notion de territoire, c'est de se dire, en tout cas pour nous, l'acte artistique, et ça lui enlève rien de son importance, c'est aussi le très bel alibi de la rencontre entre des personnes qui habitent sur un même territoire, qui se croisent sur les mêmes routes, et puis qui finalement échangeront jamais. Et quand on vient faire le petit pas de côté avec l'intervention d'un artiste, pardon, excusez-moi, mais du coup, on ouvre un espace, en tout cas, de rencontre. Le pas de côté, à un moment donné, on se dit, OK, autour de cette présence artistique, peut-être que les enfants de l'école, les habitants du foyer de l'EPAC Les Deux Séquoias à Bourdeil vont se rencontrer, vont se croiser. On va pouvoir vivre un moment de partage. Et en ça, on se frotte à l'altérité. Et il faut se frotter à l'altérité pour faire territoire, sinon on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que pour nous, les Cotéacs, c'est un outil vraiment qui nous permet d'avoir un espace de coopération et d'interconnaissance. Alors le nôtre, il est tout récent, parce qu'il est de 2023, donc on est encore dans la phase d'apprivoisement, c'est-à-dire que on fait des projets, mais c'est des petits projets, c'est humble, on se dit ok, d'abord on va essayer de comprendre les enjeux de chacun, on sait que les structures médicales c'est très compliqué, il y a des problèmes de RH, il y a aussi tout un quotidien qu'il faut prendre en compte. Donc là, pour l'instant, on apprend à se connaître, à se dire, OK, c'est quoi vos difficultés à vous, à nous? On a aussi des problématiques budgétaires, comme tout le monde. Et comment on fait pour ensemble, et dans la joie aussi, que ce soit agréable pour tout le monde, que ça ne soit pas un plus sur un quotidien qui est déjà bien compliqué, de se dire, comment on invente des petits espaces là pour se rencontrer et, je sais pas, souffler un peu. Merci beaucoup Camille et Anna, parce que vous avez toutes les deux déjà aussi commencé à anticiper sur la question d'après, que je vais du coup poser directement à Frédéric et à Marilyn, puisque vous commencez déjà à évoquer aussi un petit peu les difficultés auxquelles on fait face quand on veut faire territoire, la difficulté de mobilisation des habitants par exemple, et aussi des leviers, cette question de la joie, qui je pense est un élément assez fort et sur lequel on pourra revenir. Du coup, Marilyn et Frédéric, moi je vais vous laisser vous présenter, mais je voudrais vous poser la question de savoir déjà comment est-ce qu'on passe du coup d'un projet d'établissement à un projet de territoire, parce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes assez ancrés, en tout cas dans les projets qui sont portés, et puis de commencer à réfléchir en effet à c'est quoi, certes les difficultés auxquelles on est confronté, mais aussi les leviers qu'on peut mobiliser pour réussir à aller vers ça. Pierre en a déjà évoqué tout à l'heure, et je pense qu'il pourra revenir après sur cette question-là, en parlant notamment du rôle de la société civile, mais on pourra enchaîner là-dessus. Donc, bonjour, Marilyn Barillot, je suis animatrice à l'EHPAD d'Exideuil et en partenariat avec l'Agora de Boulazac depuis 14 ans. Donc, des projets de territoire, moi je dirais qu'ils ont une portée plus large. Ils impliquent de mutualiser des ressources, de partager des pratiques entre plusieurs établissements. Il implique, comme on disait, plusieurs partenaires, comme les collectivités locales, les structures culturelles, et puis les membres du personnel du médico-social.
Un projet de territoire, il permet de montrer plus largement les actions culturelles, alors qu'un projet interne d'établissement, il est plus ciblé, il va répondre aux besoins immédiats d'un établissement et il va avoir une plus grande adaptation aux spécificités des résidents. Les deux se complètent et peuvent coexister et se compléter, donc, puisque une approche locale et individualisée dans le cadre d'un projet d'établissement et une dimension plus collective et mutualisée et coordonnée à l'échelle du territoire. Donc nous, moi je vais parler d'un projet avec Baraka qu'on avait fait il y a 2 ans, où on a implanté un équipement culturel comme un chapiteau au sein du village d'Exideuil. Alors ça demande de la coopération avec les acteurs locaux, comme on disait ce matin, mais ça nous permet d'ancrer l'EHPAD dans le territoire et dans la vie locale. Alors on sait que les enjeux aussi de ces projets, c'est que ça va créer du lien entre les différents publics, c'est ce qu'on recherche aussi. Nous, ça nous permet que ces projets rayonnent sur le territoire, puisqu'on invite les scolaires, les centres de loisirs à des répétitions, des restitutions, voire des ateliers. Et puis on travaille aussi avec des structures culturelles comme la Villa européenne, les Grandes Fenêtres. Ça nous permet aussi, je trouve que c'est l'opportunité, un projet de territoire, d'offrir l'opportunité aux citoyens d'avoir un accès facilité au spectacle grâce à cette coopération avec les acteurs culturels, les acteurs du territoire qui sont engagés dans une politique d'ouverture. On sait que c'est crucial dans les milieux, dans un milieu rural qui est souvent éloigné des lieux culturels. Bonjour, je suis Frédéric Durnerin. Je dirige l'Agora, qui est un lieu culturel pour les non-périgourdins, qui se situe dans l'agglomération de Périgueux, qui est un pôle national cirque. Il y a 14 pôles nationaux en France. Et depuis, à l'Agora, donc c'est un lieu labellisé, donc il y a des moyens du ministère notamment, et des moyens, et toute la question, mais qui se pose à l'ensemble des lieux labellisés du ministère, que faisons-nous de ces moyens ? Est-ce qu'on les conserve pour gagner en souveraineté, en centralité, en force, et on affiche comme ça fièrement notre capacité à programmer, à coproduire, ou est-ce qu'on fait ça? Et on pose également la question du sens. Tout à l'heure, le sens a été énormément, employé, et c'est très bien. C'est vraiment une question qui se pose à nous toutes et tous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, collectivement, d'un certain nombre de moyens qui racontent quelque chose de l'idée commune que nous avons de la scène publique. Donc ça fait 13 ans, et merci de rappeler que ça fait 13 ans qu'on travaille avec l'hôpital d'Exideuil. Malgré ces 13 ans et malgré, on ne va pas vous faire le récit de tous ces projets, parce que chaque projet a produit une énorme valeur ajoutée politique, artistique, relationnelle. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Et pour nous, c'est aussi important d'être là-bas, où on a travaillé également à l'HP de Montpont il y a quelques années, que d'accueillir une compagnie en résidence avec une première nationale d'une compagnie dont Télérama, Le Monde et Libération vont faire le récit avec délectation. Ces histoires-là, en fait, sont de même nature pour nous. Malgré les 13 ans d'ancienneté, en fait, nous ne sommes pas attendus, les gens de culture, administratifs ou artistes, nous ne sommes pas attendus. On n'est pas attendus dans les lieux de santé. Malgré et grâce à Marilyn, si Marilyn n'était pas là, en fait, je pense qu'on n'aurait jamais pu tricoter de la relation. Sont les gens et la cartographie des gens qui agissent sur le territoire. Donc, mais chaque année, en fait, on reprend en fait un circuit de relations qui nous permet de regagner du terrain, puisque ces lieux-là sont des lieux à flux tendu en termes de personnel. Il y a nous ne sommes pas leur cœur de métier, comme bien de le rappeler, même si nous sommes essentiels sans être messianiques. Donc chaque année, on retricote de la relation. Et nous, on ne fait que mettre en partage donc cette tentation d'instaurer des projets au long cours. Ce sont des projets longs, en fait, qui reviennent une année sur l'autre, avec des mêmes équipes qui viennent deux fois l'an. Et ce que nous tentons de faire, mais on le fait dans toutes les dimensions du projet que l'équipe d'Agora porte, avec moi-même,
On tente en fait de déplacer le regard, de croiser le regard. Ça veut dire on ne va pas imaginer un projet à 30, 40 000 euros, 50 000 euros au cœur de l'établissement sans penser, avec l'expertise du territoire qui est celle de l'hôpital, un regard un peu centripète sur ce qui se joue. Ces lieux-là, on postule également le fait que l'hôpital est un lieu de vie, c'est un lieu important, c'est notre base de départ. On ne pense pas que c'est un lieu dénué de vie et, comment dire, en dehors de la vie réelle. On fait l'exact contraire. Ce n'est pas de la pensée magique, hein, c'est une fiction nécessaire. Et donc, on est accueilli à Exideuil et on tente de regarder ce qui se joue ailleurs. Je pense aux grandes fenêtres, je pense à la saison de la communauté de communes d'Exideuil. Donc, comment, en fait, ce qu'on arrive à articuler ensemble peut faire écho aux autres dynamiques locales et nationales. Donc les enjeux de la création, les enjeux de la présence au long cours avec les enjeux économiques. Une équipe comme Baraka où il y a 25 personnes sur 2 mois en résidence de création, en projet culture santé, également en diffusion, chaque personne en fait consomme sur place. Ça amène dans une cité. Donc il y a des enjeux de démographie, tout du moins ponctuels. Il y a toute une série d'enjeux de création artistique, de relations économiques qui font en fait que ce projet devient un projet politique. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce pas de côté faisant en sorte que les collègues et tout à chacun, et je me mets dans les collègues, ne soyons invités à ne pas rester en permanence dans nos couloirs de nage. Et c'est bien ce qui nous guette en permanence. Merci beaucoup. J'entends plusieurs choses qui viennent en écho à ce que disaient tout à l'heure aussi Camille et Anna sur cette question du pas de côté. Et le pas de côté tout en restant dans son cœur d'activité, mais du coup qui positionne un peu différemment, notamment en milieu rural, sur la question de la capacité à s'inscrire dans des programmations culturelles, du coup, en tout cas dans une lisibilité différente. Ça fait écho à ce que tu disais là, notamment Frédéric, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Éloi Laurent, qui a écrit un ouvrage sur la question de la coopération. Et en fait, ce que tu décrivais là, pour moi, c'est réellement cette question de comment est-ce qu'on passe de la coordination d'acteurs à de la coopération d'acteurs, et pas juste se dire on fait côte à côte. Et je pense que Pierre a des choses à dire là-dessus, et notamment peut-être des exemples sur ces questions de mise en œuvre aussi. Oui, c'est déjà considéré que pour monter des projets, il faut des compétences. Donc ça veut dire aussi que les choix des établissements doivent être de former et d'identifier des compétences clés. Nous, on a fait le choix dans notre groupe médico-social public, je précise, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'on a accompagné de nos animatrices vers la question de l'ingénierie des projets culturels. Donc ça, je pense que c'est intéressant. On l'a mutualisé à plusieurs établissements, ce qui permet aussi d'avoir la ressource nécessaire en interne. Le deuxième sujet, c'est qu'on s'est associé dans cette stratégie de coopération avec les opérateurs culturels de territoire. On a créé un comité de programmation culturelle ensemble, en associant des habitants du territoire, donc on l'a voulu citoyen, pour identifier avec les pouvoirs publics pourquoi est-ce que ça permet de mettre des priorités. Là, nous, on sait qu'on a un vrai sujet sur la danse, qui est un sujet qui est insuffisamment traité en termes d'organisation, en termes d'équipement. Et donc, on a fait le choix d'avoir une programmation commune. Cette programmation, ensuite, ça permet d'avoir des propositions à l'échelle des territoires. Et moi, je crois qu'il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Donc, à chaque fois que nous, on prête nos locaux, nos véhicules, qu'on met à disposition gratuitement en projet, on demande à chaque fois aux habitants, aux associations, aux collectivités d'avoir une contrepartie d'intérêt général. Je vous donne l'exemple. Le club de foot, il utilise mon minibus tous les week-ends. Okay ? En échange, je lui demande qu'à chaque fois que j'ai un projet culturel où j'ai besoin de pousser des fauteuils roulants, d'accompagner des sorties, je leur dis je veux minimum 4 bénévoles pendant 3 week-ends. En fait, au début, ça ronchonne un peu. Et puis petit à petit, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, la question de la temporalité et de l'itération permet la rencontre. Et ça, je crois que c'est important de le redire. C'est aussi vrai pour les artistes qui viennent chez nous, qui ont besoin du temps de rencontre, parce qu'autrement, on est dans la prestation culturelle et ça serait détestable. Et on permet le temps de la rencontre. Je reviens au deuxième point. Maintenant, c'est comment on va chercher les soignants, qui, vous l'avez rappelé, sont on a déjà hyper chargé de tout, ce qui est vrai. Et eux-mêmes n'ont pas forcément une pratique culturelle, une sensibilité culturelle. Il faut aussi se le dire. Donc, ils ne nous voient pas arriver forcément avec enthousiasme. Mais pouvoir faire ce temps de rencontre, et vous l'avez redit, madame, spécifiquement pour les résidents, spécifiquement pour le public, et à des moments des rencontres avec les autres, et cette balance intérieure-extérieure, fait que finalement, on commence à avoir des gens qui, jusqu'à présent, déposaient le fauteuil roulant, excusez-moi de le dire comme ça, et puis repartaient très vite à leur occupation, vont peut-être prolonger, regarder du coin de la porte. Et puis, on prolonge systématiquement en permettant à nos équipes d'avoir et d'accéder, d'aller ensemble à des propositions culturelles, aussi bien dans les établissements culturels du territoire, ou de programmer des propositions culturelles faites par les opérateurs culturels du territoire dans les établissements. Pour le dire plus simplement, on va tous ensemble au spectacle.
Mais on y va avec le club de foot, on y va, et d'un seul coup, c'est vraiment plus léger. Donc, en conclusion, c'est ce que je trouve assez magique. Au début, on me disait, ouais, c'est valable qu'à Bracieux, parce que Bracieux, c'est à côté de Chambord, et puis c'était très... Bien, en fait, maintenant, ça fait tache d'huile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 établissements qui le font. Ben, je me dis qu'en fait, il y a peut-être un truc qui marche là-dedans. On ouvre nos établissements, on forme les gens. Vous avez cité Johnny Hallyday tout à l'heure, monsieur. On peut donner l'envie d'avoir envie, mais ça suppose un peu de méthode et d'organisation. Ça, c'est vrai. Et puis aussi redire très rapidement sur le choix des artistes, c'est que c'est aussi un métier que de programmer des artistes. Et donc il faut s'appuyer sur des gens dont c'est le métier, de pouvoir les accompagner, parce que la première rencontre entre un artiste et un établissement, ça peut être aussi dur pour l'artiste qui vient prendre en pleine face ce qui se passe chez nous, parce qu'il n'y a pas de filtre toujours, il n'y a pas l'accueil toujours qu'il faut, et qu'on a besoin d'accompagner et de faire de la médiation autour de cela. Et puis je vais provoquer un peu certains artistes qui viennent aussi trouver en nous une économie qui se met en place progressivement, sur laquelle je suis aussi extrêmement vigilant, de ne pas tomber dans un truc culture santé. Non, moi je ne fais pas de culture santé, moi, c'est pas ça mon truc. Moi, on accompagne des propositions culturelles avec des publics qui ont des besoins spécifiques, ok. Mais par contre, il ne faut pas aujourd'hui nous cantonner à des pratiques, des œuvres, des formes qui soient spécifiques à nos publics. Alors je fais exprès d'être un peu irritant sur ce sujet, mais ça suppose d'abord que nos établissements comprennent, en saisissent les moyens et se forment à cela et se fassent accompagner par des gens dont c'est le métier. Frédéric, il me semble que tu voulais réagir. Non, juste préciser qu'on ne programme pas, enfin, on fabrique une histoire au long cours avec une équipe qui est en immersion dans un établissement. Il peut y avoir des temps de spectacle, il peut y avoir des temps de construction collective, il peut y avoir des temps de diffusion qui croisent d'autres dynamiques locales de diffusion, mais on ne programme pas au sens où on peut programmer par ailleurs dans mon lieu. Et la deuxième chose, c'est que sur un plan plus général, les termes coopération, enfin, faut se garder, je pense, de la définition un peu romantique du territoire et de la façon de programmer dans le territoire, où nous pourrions être amenés à produire de la lumière au sein de territoires qui en seraient dénués. Donc en fait, pas du tout. Hein. Nous, on considère que la vie dans ces lieux, Excideuil, c'est 200 salariés, hein, dans une ville qui a 2000 habitants. Donc en fait, c'est le lieu de la décision, c'est un donneur d'ordre implicite. Et donc en fait, on considère que ces lieux sont des lieux extrêmement importants. Et donc on élabore des histoires avec eux. Donc pas de définition romantique de la programmation. Également, faut peut-être se garder également du terme coopération, enfin pas s'en garder, mais c'est Guy XVI qui a dirigé l'Observatoire des politiques publiques culturelles de Grenoble, avec Sciences Po Grenoble pendant des années, disait que l'injonction de coopération n'a jamais été aussi importante et que dans le même temps, la tentation d'individuation des projets n'a jamais été aussi forte. Et en fait, nous, on essaie de se balader dans ces deux histoires, hein, ces deux injonctions, et tout en gardant à distance cette définition romantique un peu qui peut nous piéger. Hein. On met notre drapeau de ce qui fait culture pour nous au cœur de lieux qui n'ont pas besoin qu'on devienne les instituteurs de leur propre culture. Merci beaucoup. En effet, ça fait écho, je pense, à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment ce que vous mettez tous les deux là sur les derniers échanges en exergue. Ce besoin de temporalité, je pense qu'il est fondamental, il a été dit. Il a aussi été rappelé le besoin de travailler sur les compétences et la question de la formation. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes, non pas de venir ni former, ni travailler sur les compétences propres à chacun, parce que là-dessus, c'est pas l'objet, mais de se dire que ces rencontres-là vont venir amener des besoins, en tout cas, à la fois de reconnaissance de temporalité et de compétences. Il y a cette question de balance qui ressort beaucoup, d'effet de balancier, aussi bien sur cette question de coopération qui a été évoquée là, sur cette question du dedans-dehors, en tout cas sur ce que ça demande aussi comme énergie et comme compétence aussi justement d'être en capacité de travailler sur ces questions-là, et cette question un peu de la vision globale. Anna et Camille, tout à l'heure, vous commenciez déjà à évoquer la question des freins et des leviers pour travailler sur cette notion de territoire. Peut-être que vous avez des choses que vous souhaiteriez ajouter dessus. Et puis Pascal et Nathalie également, en termes de freins sur le terrain que vous rencontrez, et surtout de leviers que vous pouvez actionner pour travailler sur ce rapport au territoire, ce maillage qu'on évoque, cette question du dedans-dehors, etc. Est-ce que vous auriez des choses un peu à partager ?
Moi, je dirais que la première chose, le premier frein, c'est quand il n'y a pas de bibliothèque. Ça paraît de proximité. Même si, ça, je pense que tout le monde le sait, c'est le premier lieu culturel de proximité en France, la bibliothèque. Mais parfois, on se trouve dans un petit village et on n'en a pas. Et pourtant, on a un établissement et qui a envie d'y aller, qui ne peut pas se déplacer parce qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est là que le frein, il y est. Il y est, et il est dans notre milieu rural, il est évident. C'est d'où l'importance des bibliothèques de travailler ensemble. Alors quand elles sont communales, elles sont dans une commune, mais l'avantage quand elles sont comme sur un territoire comme Exideuil, il n'y a pas qu'une bibliothèque à Exideuil qui est un peu en sommeil actuellement, mais qui va ressurgir bientôt, prochainement. Mais il y a d'autres bibliothèques autour, et en étant en intercommunalité, ça amène d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'on peut envisager que le bus du foot, il serve aussi pour amener les personnes sur un spectacle de contes ou à la bibliothèque, tout simplement, pour emprunter ou assister à un moment, un échange littéraire, coup de cœur, etc. Donc ça, c'est un levier important. Et sur notre territoire, on le voit souvent. Le levier principal, je dirais l'envie. L'envie. Ça, je crois qu'il faut avoir envie. Et c'est pas le cas. Et ça peut se comprendre. Enfin, moi, je vois bien dans les bibliothèques, pour parcourir un peu beaucoup de routes sur le département et rencontrer beaucoup de personnes dans les bibliothèques, il faut avoir envie parce qu'on n'appréhende pas forcément ce public, donc il faut se former. Parce qu'on se dit, ah mais ouais, mais je ne sais pas faire, je ne vais pas pouvoir les accueillir, je n'ai pas la place. Oui, mais dans ces cas-là, on va dans l'établissement. Et puis ça y est, le lien est lié et on la trouve, la place. Ça, c'est un faux problème, les lieux. Mais l'envie, je trouve que c'est déterminant, qu'il y ait quelqu'un qui réponde et qui dise « oui, j'ai envie ». Souvent, on dit « c'est l'argent ». Et on peut faire des choses, je crois qu'on a plein de compétences, tous, et qu'on est capable de les mettre ensemble. Donc la mutualisation. Et je crois qu'il faut mutualiser tous ensemble ce qu'on sait faire, le savoir-faire, pour passer des choses, pour passer des formations, pour donner des choses à ceux qui sont très éloignés. Merci. Un dernier levier qui est le temps. Voilà, je crois que le temps. Parce qu'une bibliothèque, elle accueille la classe, elle accueille la crèche, elle accueille l'établissement, tu as dit, un établissement, elle accueille le tout public. Donc du coup, et puis elle va chercher les livres, elle les prépare, elle les met en rayon, elle les ramène, donc le temps. Merci. En effet, même levier, même frein, le temps et l'humain aussi, parce que avoir envie de proposer un parcours au sein d'un établissement spécifique, ça demande vraiment un engagement donc de la part des salariés de cet établissement supplémentaire. Ça demande aussi pas mal d'adaptation concernant les artistes. Voilà, certains ne sont pas forcément prêts à sauter le pas et d'autres se jettent dedans et ça donne des rencontres vraiment fabuleuses. Je préfère rester optimiste, moi, là-dessus, et je trouve que justement, il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement, surtout qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent aussi en Dordogne, et là, il y a plein de beaux projets à envisager. Donc, on va se concentrer sur les leviers plus que sur les freins. Voilà. Camille ? Juste pour appuyer ce que vous étiez en train de dire, il y a la notion de temps et d'envie, et je pense que c'est aussi la confiance. Et en fait, c'est vraiment dans cette idée de se rencontrer, de prendre le temps. Et quand on a envie de proposer un projet artistique, toujours se poser la question de c'est quoi l'histoire qu'on a déjà ensemble. Parce qu'on ne peut pas arriver et se dire tiens, je vais proposer telle compagnie parce que c'est un projet artistique qu'il faut défendre, parce qu'il est hyper intéressant. Et puis hop, le poser là. Et puis pas avoir pris soin en fait de ce que ça allait provoquer, de ce qui allait se jouer dans cette rencontre-là. Donc vraiment, oui, cette question de confiance et de se dire, c'est un peu la politique des petits pas. Ça, c'est un vrai levier en fait. On a l'impression d'avancer très lentement, mais on avance vraiment.
Et du coup, c'est aussi accepter ça. Et des fois, peut-être que le frein, il est à l'endroit aussi de... On est dans un monde et dans une société où il faut tout de suite évaluer, avoir des chiffres, montrer que l'argent qui a été investi a permis de toucher tant de personnes, etc. etc. Et sur ces projets-là, ces codes d'évaluation, de réussite des projets, ils ne sont pas très opérants. Et du coup, même, ils peuvent venir un peu nous mettre en difficulté parce qu'il y a des attendus politiques d'un côté comme de l'autre. Il y a des contraintes budgétaires. Et du coup, il faut se dire, OK, on a ces éléments très quantitatifs qui sont là. Et puis, on vit dans ce monde-là, donc on va se plier aux attendus. Mais par contre, comment nous aussi, on arrive, et ça, c'est un levier qu'on doit développer, à dire, il y a tout l'à côté qui est qualitatif ou qui est imperceptible, qui est de l'ordre du sensible. Et ça, il faut qu'on le défende vraiment, quoi. Oui. Nathalie. Et moi, ce que je voulais rajouter aussi à tout ce qui vient d'être dit, dans le positif aussi, c'est pour moi, ce qui est important aussi, c'est la régularité. Et le fait de pouvoir faire ces animations d'une façon régulière et qu'on ait un rendez-vous qui soit tellement régulier que, en fait, que ce soit quand on se déplace dans l'établissement, soit quand eux viennent, en fait, c'est la famille, quoi. On se connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années. On a des rendez-vous qui sont peut-être que trimestriels, mais d'autres qui sont tous les mois ou 2 fois par mois. Et ça, c'est aussi une des clés des réussites de nos projets, en fait. Juste, je crois aussi qu'il faut accepter l'invisibilité. Voilà. Merci. Du coup, plusieurs choses. Peut-être si on veut essayer de synthétiser les leviers, même si je n'arriverai sans doute pas à remettre en avant tous les points qui ont été évoqués, mais après on pourra du coup continuer la discussion avec la salle. Quand même cette question d'envie et de joie qui était forte, de se rappeler un peu ce levier de motivation-là. La question de la confiance qui est ressortie et qui est en lien beaucoup avec cette question de la rencontre. Donc la confiance et la rencontre à ne pas oublier. Et ça faisait le lien avec ce que Pierre disait aussi au tout début en disant on n'est pas là pour acheter une prestation culturelle, on est là pour être dans une logique de rencontre qui s'inscrit sur un territoire, encore une fois, et potentiellement avec un établissement médico-social ou plusieurs potentiellement aussi. Cette question de la temporalité, vous l'avez beaucoup évoquée, mais à plusieurs niveaux, à la fois sur le fait d'accepter que cette rencontre, elle demande du temps et elle demande le fait d'accepter que ça requiert ce temps-là, parce qu'on peut aller plus vite et acheter la prestation ou autre, mais on ne va pas amener les mêmes objectifs, la même question de ce qu'on crée dans la rencontre, qui a été dit. Et aussi sur la question de la régularité, qui était évoquée juste là, sur cette question aussi qui peut prendre des formes très différentes, sur des choses qui vont être mensuelles, telles que des ateliers qui vont être menés, mais parfois sur des partenariats de longue date entre 2 acteurs, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Agora et Exideuil. Enfin voilà, ça peut s'incarner de manière différente. Et puis je reviendrai peut-être pour conclure sur 2 choses. La question de l'injonction à la coopération. T'as vu, ça s'est arrêté juste quand on en parlait. J'ai déjà trop parlé. L'injonction à la coopération qui ressort en se disant oui, la coopération, un enjeu fort. Point de vigilance, cela étant, au fait d'avoir cet espace de temporalité, les moyens et d'être conscient de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, parce qu'il y a des choses qui vont dépasser les capacités, les capacités qu'on a là aujourd'hui. Et puis cette question qu'évoquait Marilyn sur le fait de dire c'est pas un projet d'établissement ou un projet de territoire, c'est cet effet encore une fois de balancier où les deux peuvent se répondre et venir répondre justement à ces questions à la fois d'adaptation individuelle sur certaines choses et de volonté de travailler plus largement sur un territoire. J'espère avoir à peu près retranscrit les points que vous évoquiez. Est-ce que j'aurais oublié des choses fortes qu'on a évoquées ? Je vous propose qu'on continue la discussion avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser aux intervenants ou des remarques ou des compléments, témoignages ? Il y a Élie qui est là et Béatrice. Merci. Bonjour. Merci Monsieur Guadombo pour votre témoignage et
par rapport à ce qui concerne aussi la question de la formation. Concernant la sensibilisation, la formation, l'accompagnement, le pôle culture santé a une mission sur le territoire. Je me permets de le rappeler, c'est vrai que la région, la DRAC et l'ARS soutient ces interventions et vous êtes, je pense, de plus en plus sollicités, qui va peut-être amener à peut-être un peu plus accentuer ces espaces-là. Je reprendrai simplement par rapport à ces formations, intervenant pendant quelques années auprès de travailleurs sociaux et des futurs directeurs des établissements dans une autre vie professionnelle. Je caresse l'espoir, vu la nouvelle convention culture santé, la convention nationale, nous avons indiqué avec mes camarades de la DRAC et puis dans le ministère avec entre autres Magali David, nous avons insisté aussi sur la question de sensibiliser, former les futurs professionnels à la question de la culture. Si on fait un diagnostic national, les instituts de formation en France, au niveau des travailleurs sociaux par exemple, il y a Reims, Rennes, enfin il y a très très peu, il y a Pau dont je faisais partie, j'en suis ravie parce qu'on a défendu cette politique-là, mais ça manque énormément. C'est un des outils majeurs et on l'a reprécisé au niveau de la Convention nationale. Vous avez en Dordogne un institut de formation, je remercie quelques élus et puis l'agence culturelle aussi pour qu'on puisse solliciter, inviter à cette journée qui est quand même assez exceptionnelle. J'ai envie d'interpeller la salle. Est-ce qu'il y a des personnes, des professionnels de l'Institut de formation des étudiants, de l'Institut de formation des éducateurs de Bergerac? Voilà, c'est tout. Pourtant, ils ont reçu des invitations et merci à M. Melotti de m'avoir soutenu auprès et appuyé pour qu'ils puissent venir. C'est ça, c'est un constat que nous faisons. Parce que ce n'est pas la première fois, Frédéric, lorsque tu étais président du pôle, il y a eu plusieurs, a été coordonné des centres, des lieux de séminaires au niveau de la région, dans les Poitiers, Limoges, Bordeaux. Chaque fois, on faisait ce constat-là. Et je crois que ça fait partie aussi, on compte aussi sur le pôle, ensemble, pour voir comment on peut motiver ces centres de formation, parce que si les professionnels, si les formateurs de ces centres de formation n'ont pas cette sensibilisation, c'est compliqué après pour les étudiants. Je vais prendre ma casquette. Je suis à la fois président de l'association régionale, du pôle culture santé région centre. Je vais prendre la casquette de gestionnaire de 15 établissements. Il y a un moyen très facile, ça s'appelle le CEPOM. Et je peux vous dire que là, je me mets du côté de l'ARS et du CD, qui sont mes partenaires là-dessus. Moi, je l'ai déjà dit, le changement ne viendra pas des établissements. Tout simplement parce qu'ils sont déjà dans leur propre injonction. Donc c'est en retournant la table, alors que moi je dis à l'ARS, vous allez m'écrire dans mon CEPOM la question des enjeux culturels. Ah bah non, il y a déjà plein d'autres trucs à faire. Non. On va écrire dans le CEPOM la culture santé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on utilise les outils de contractualisation, ça c'est mon rôle de gestionnaire, de dire qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, là où je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous, c'est que sur la formation des dirigeants, j'ai mis en place un DU à l'époque à l'EHESP. Je n'ai pas eu le temps d'y retourner enseigner et en fait le DU s'est arrêté. Parce qu'on est très peu en fait en France. Mais peu importe, ou si c'est à l'EHESP, si c'est dans les CAFDES, peu importe, à un moment il va falloir rendre opposable. Mais pour qu'eux se forment, il faut qu'ils aient un intérêt. Si tu n'as aucun élément réglementaire pour le faire, bah, tu n'as pas envie de le faire, tu as d'autres priorités. Moi-même, j'ai plein d'autres priorités. En ce moment, c'est de finir à payer mes salaires tous les mois. Et je peux vous dire que ça me préoccupe autant que de mettre en place des actions culturelles. Il faut que je fasse les deux, parce que je sais que les deux sont nécessairement liés. Donc j'en reviens, il faut utiliser, c'est aussi à vous, professionnels de santé, du champ du travail social, de retourner la table. Si on veut le faire, il faut que ça devienne une obligation. Donc à un moment où moi, je peux vous dire, je passe mon temps à répondre à des injonctions que je ne comprends pas. Bah, une fois que je peux retourner la table et m'en servir à mon profit, bah, je le fais. Juste, et merci Béatrice d'avoir rappelé que j'ai présidé avec un grand bonheur le pôle régional culture santé pendant 5 ans, je pense, et de rappeler également, en écho à tes propos, que le pôle culture santé est un lieu de formation, et l'endroit de la formation, et ce n'est pas anodin dans la mesure où pour rallier des énergies et produire de la compétence, on a besoin en fait d'endroits de légitimation de ces histoires. Et le pôle est enfin je ne fais pas l'article, je le dis parce que je pense que c'est la réalité, et le pôle est un endroit de légitimation extrêmement important sur ces questions. Je rappelle également, en marge, je rappelle que
Les questions culture-santé sont étroitement liées, tu l'as dit, aux problématiques du secteur de la santé, mais également aux problématiques du secteur de la culture. Et que le secteur de la culture, en ce moment, il vit un contexte, je vais rester positif, puisque nous sommes, comment dire, on a de l'argent public, donc on a un devoir d'optimisme et de volonté, ça a été dit ce matin. Mais ce qui se joue dans le secteur de la culture n'est pas sans effet direct sur les projets transversaux. Et que voilà, c'est juste que nous ne sommes pas les projets culture santé ne sont pas isolés du reste du monde, ou alors ça viendrait contrarier, contredire exactement ce que nous disons depuis ce matin. Élie ? Je voulais juste revenir sur la niche que pourrait représenter pour les compagnies la conjugaison culture et sociale dont vous parliez tout à l'heure. Je crois qu'il est important que cette question elle soit au cœur du projet artistique de la compagnie. Et que ce ne soit pas une excroissance, effectivement, qui, dans ce cas-là, pourrait être lue comme vous le dites. La deuxième chose, je crois que ça engendre autre chose. C'est aussi peut-être d'abolir ou de travailler, en tout cas à réduire la frontière entre médiation et création, qui est quand même très forte. Et je crois à un moment donné que quand on vient travailler dans un EHPAD, quand on vient travailler dans une culture sociale, on ne vient pas faire de la médiation, on vient continuer à nourrir notre projet artistique qui sera matière à la création. Ça, je crois que c'est aussi un élément important. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi comment on peut travailler à changer l'image de l'artiste dans la société. Je veux dire par là qu'il n'est pas qu'un élément de divertissement. Je pense, comme exemple qui le fait, et je voulais le dire, je pense au projet Taker, dont je fais partie, là, où on a été choisi en tant qu'artiste parce qu'il a été considéré à l'origine du projet qu'on était des spécialistes de l'émotion. Ce n'est pas tout à fait la même approche que si on vient occuper un terrain autre. Voilà, je voulais dire ça. Merci. Merci. En effet, on pourra, si ça intéresse des gens, de parler du projet Take Care avec Élie sur la question du prendre soin de ceux qui prennent soin, mais on pourra en discuter plus tard. Complètement. Complètement, et qui fait le lien avec ce que disait Frédéric sur le secteur culturel, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Oui. J'allais dans le sens de ce qui vient d'être dit. Anne Grand, je suis artiste, réalisatrice, productrice. Je m'interrogeais en vous écoutant, je trouve tout ça passionnant, sur une chose que je n'arrive pas encore à formuler vraiment. Je m'arrêtais sur plusieurs expressions que j'ai entendues à plusieurs reprises. Le pas de côté, le dedans-dehors, ceux qui viennent chez nous. On parle de territoire ici, et je pense que les artistes n'ont pas de frontières sur leur territoire de travail, d'expression, de nourriture, etc., comme ça vient d'être dit. Par exemple, là, je suis en train de lancer un projet qui est venu à nous, à savoir une rencontre dans un EHPAD d'une femme artiste qui nous a demandé de l'aide pour venir travailler avec elle. Je veux dire, on ne pense pas forcément au dedans-dehors, c'est un lieu de vie. Et donc je m'interroge sur cette question de la porosité, en fait. Voilà, je voulais vous relancer cette question de porosité par rapport à ce que j'ai relevé. Je vais faire très rapide. Je me suis aperçu d'un truc aussi. Je vais répondre très précisément à votre question. Plus on est engagé sur des projets culturels, plus nous-mêmes on a un réseau d'artistes qui tournent et qui parfois on rétrécit dans les pratiques, dans les formes, dans les propositions. Nous on avait un sujet, c'est qu'on trouvait qu'on ne valorisait pas assez les artistes de la région. On allait toujours chercher en dehors de la région, parce que la région centre, je ne sais pas si vous êtes venus, nous c'est le cœur de la diagonale du vide. Vous êtes au bout, nous on est au cœur. Hein, c'est chacun son truc. Mais attends, j'y viens, mais en fait il se passe énormément de choses. Et on avait commencé à faire un truc marrant avec la communauté de communes où il y avait des enjeux culturels. On a invité des artistes qui habitent dans le territoire que les habitants du territoire ne connaissent pas. Juste de pouvoir prendre le café, présenter leur travail. En fait, nous, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'artistes qu'on ne connaissait pas autour de nous et qu'on ne programmait pas, qu'on ne faisait pas travailler, alors qu'ils avaient plein de choses à dire. Ils allaient à l'autre bout de la France parce qu'en fait, on n'a jamais d'artistes dans notre territoire. C'est toujours chez les autres, en fait. Et c'est assez marrant. Donc on a fait ce travail-là avec la DRAC, avec les opérateurs culturels. Puis à l'inverse, maintenant, on s'est dit, ça serait peut-être intéressant, il y a peut-être un autre regard à aller chercher ailleurs. Alors la chance d'avoir Chambord, c'est qu'il y a un rayonnement international, on a fait venir quelques artistes internationaux. Puis aussi maintenant, on essaie de faire des échanges entre artistes, c'est-à-dire des artistes d'autres régions, pour venir interroger autrement. Parce que vous avez raison, l'art et la création n'a pas de frontières terrestres.
et ni de frontières publiques d'ailleurs. Donc c'est toujours ce travail à un moment, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on ne fait pas un pas de côté ou pas? Je crois que c'est une vigilance qu'on doit avoir, et c'est pour ça que la confiance dont vous parlez, elle est nécessaire pour éviter d'aller dans un mainstream et une idéologie. Je fais un petit commentaire politique. Sur mon territoire, c'est un territoire qui a basculé à extrême droite sur ce sujet. Et on a vu aussi les incitations politiques à programmer autrement. Je ne fais pas de commentaire là-dedans. Je dis simplement que les tendances politiques peuvent amener des orientations aussi de programmation. Nous, on est attentifs à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Je ne suis pas ni un serviteur d'une politique locale, ni aussi, dans un sens comme dans l'autre, je ne mets pas mes propres opinions. On doit garder cette liberté de pouvoir interroger l'ensemble des supports de création, l'ensemble aussi de l'expression de la création. Et ça, cette question de la frontière, vous avez raison, elle est éthique. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, je parlais aussi, enfin, pour aller peut-être un peu plus loin dans ce que j'ai essayé de formuler, c'est que je parlais de cette frontière qui ne devrait pas être entre nous, artistes, et vous, professionnels du soin. Voilà. J'interroge cette fluidité qui pose question, en tout cas quand on essaye de faire avec, dans les deux sens, je pense. Mais comment ça peut circuler plus facilement J'ose une réponse, c'est la confiance que nous confions aux équipes artistiques, de croiser, de mettre en place cette perméabilité, cette porosité, cette perméabilité, enfin, ces liens entre artistes, non-artistes, soignants, familles. Il y a les familles, il y a les soignants in situ, il y a les soignants, le SIAD, les soins à domicile, donc il y a les gens qui sont également soignés dans la grande réalité. Et c'est les équipes qui tricotent dans le projet co-écrit une histoire qui rend le temps du projet, les statuts des gens un peu plus poreux, un peu plus perméables. C'est le projet qui produit ça. Pas faire le récit de nos projets, mais on a accueilli des armées de clowns qui ont ouvert une quasi maison close, une chambre de l'amour dans la partie ancienne de l'hôpital Exideuil, où en fait on ne demandait pas aux gens comment c'était votre vie avant, c'était vous voulez faire quoi demain. En fait, c'était complètement inversé. Tout était inversé, en fait. D'ailleurs, le postulat, c'est vous avez de l'avenir, en fait. Et en fait, les gens parlaient beaucoup de sexe, d'ailleurs, et d'amour et d'histoire d'amour. Et donc, ça a été une énergie, mais transversale, mais extraordinaire, qui tenait de l'art contemporain comme de la performance, comme du théâtre. Et puis, juste dire, parce que peut-être dans les leviers, Clara, le statut politique de ces lieux-là, est important. Faut pas ce sont tous les élus, les politiques, et c'est très bien que les élus soient là ce matin, ont des membres de leur famille. À Exideuil, il y a 200 résidents, et donc en fait ils ont tous un lien de famille dans un rayon de 100 km. Donc c'est un lieu important, et c'est un lieu important politiquement dans plein de définitions du terme. On avait fait un banquet pour finir un projet clown, un banquet qu'on avait appelé le banquet des timides. La question de la nourriture, elle est importante. Les gens ont fait du confit pendant toute leur vie. En fait, ils se retrouvent dans un EHPAD où ils mangent l'exact contraire. Je ne parle pas de ton établissement, en général. Et donc, ce n'est pas du bon confit, ce n'est pas du bon magret, en fait. Donc, on les coupe. Vous avez bien vécu, maintenant, c'est terminé, vous allez manger Sodexo. Et l'équipe de clowns, ce n'était même pas une idée de nous. Et vous n'avez pas le droit de boire, au cas où vous deviendriez, en fait, alcoolique à 95 ans. Il y a quand même peu de chances que ça arrive. C'est pas nouveau ce que je dis. Il y a des lieux palliatifs où la question de la nourriture elle est centrale. Et en fait, on a imaginé avec Marilyn et toute l'équipe un banquet avec les familles, les résidents, les patients et de la bière. On a réintroduit l'alcool et c'était en plein air. Et ce moment-là où il y avait des moments artistiques, des moments, on a mangé quand même. Et ce moment-là était un moment. Il y avait tous les députés du coin, donc je ne me rappelle plus qui c'était, mais elle était venue. Il y avait tout ce que le territoire comptait d'élus. Ils étaient tous ça. C'était un samedi midi. Je me rappelle bien, c'était un samedi midi. Et je peux vous dire, sans cynisme aucun, que ce moment-là était un moment à valeur ajoutée politique extrêmement important. Et pour nous, au-delà de la question du sens, c'était un moment important. Donc à nous de nous en saisir et de faire levier pour continuer à faire en sorte que nos histoires soient désirables. C'est un peu ça, le truc. On peut prendre une dernière question ou remarque, si quelqu'un dans la salle...
Donc, Prunelle Bloch, je suis directrice d'un établissement public aussi pour enfants en situation de handicap sur le territoire à Boulazac. Donc, ITEP et CESAD. Et je pense que nous, on a nos propres, enfin, les injonctions qu'on nous donne, plus de celles qu'on se fixe nous-mêmes, d'ouverture, de dispositifs, d'aller vers, de tout ça. Et en tout cas, au niveau des enfants, c'est la question de la citoyenneté. Et la culture ne peut pas être absente. Nous, on les accompagne pour construire les citoyens de demain qu'ils seront qui peuvent déjà être pour une partie, mais qui seront quand ils seront majeurs. Et en tout cas, dans un ITEP, vous avez le soin, l'éducatif, l'accompagnement à la parentalité, l'éducation nationale, la pédagogie, bien sûr, l'instruction. Mais si on met pas cette question de l'approche de l'artistique, de la culture, de l'ouverture au monde, on n'aura pas, enfin pour moi en tout cas, je n'aurais pas rempli ma mission à la fin de mon temps dans cet établissement. Merci pour ce témoignage. Je me permets juste une petite question. Oui, il y avait une réaction peut-être d'abord. Oui, très rapidement, mais vous le redites, c'est par la question de la citoyenneté que les choses elles changent. Et moi, je trouve ça génial en fait ce qu'on est en train de dire depuis ce matin, parce que c'est du droit en fait. Donc ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc quand on discute, moi je regarde les principes réglementaires qui s'opposent à moi, c'est bien, il faut se mettre derrière le droit, parce que le droit c'est ce qui permet quand tout empêche, hein, pas l'inverse. Et donc moi j'utilise la question du droit. Donc la citoyenneté, c'est la question de l'accès au droit. Bah allons-y, hein. Franchement vous allez voir que les parties vont être vite gagnées. Et donc quand moi je discute pas tout de suite pognon, je discute d'abord droit. Voilà, donc allez sur le droit, c'est tout. Plus de questions. Je poserai moi une petite dernière, si vous le voulez bien, avant qu'on parte tous déjeuner, parce que de manière assez surprenante, n'est pas ressorti dans la question des freins que vous aviez pu rencontrer, la question des moyens. On a parlé des questions de temporalité, mais pas forcément des questions des ressources. Et quand on avait échangé ensemble lors de nos échanges préliminaires à cette journée, vous aviez évoqué notamment aussi des moyens que vous avez su mobiliser pour travailler sur des projets type projet de territoire. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Parce que je pense que même si c'est très pragmatique et terre à terre comme question, c'est des choses des questions que les uns et les autres peuvent se poser sur comment est-ce que je fais pour trouver des ressources aussi sur ces dynamiques territoriales. Je vais être très rapide, moi c'est un choix de gestionnaire, c'est-à-dire que j'ai un budget culturel au même titre que l'animation, c'est pas le même, attention, c'est pas le même, donc ça veut dire qu'on flèche en compte à ANA, donc ça veut dire qu'on a, ça vous paraître énorme, mais sur un budget de 4 millions, sur la culture, j'y consens 40 000, ce qui est pour de la culture énorme. Ensuite, c'est quand on s'insère dans le dispositif de droit commun, moi je dis que quand je donne 1 euro, j'en veux 1 euro des copains, c'est obligatoire, je ne veux pas être le seul à payer. Et donc, ça permet d'envisager autrement la coopération. Donc, très vite, en fait, quand tu mets au pot commun et que tu définis des protocoles ensemble, les projets, ils arrivent à se faire. Là où je suis prudent, donc je reconnais des cellules dans la salle, donc je fais vachement gaffe à ce que je veux dire, c'est que comme on est en discussion budgétaire très tendue tous et qu'on est un peu à cran et un peu énervé depuis quelques semaines, on a plutôt tendance là à avoir très peur pour 25. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que jusqu'à présent, j'ai jamais eu un problème pour finir un budget parce qu'on y mettait tous un petit effort et on était capable de faire des projets communs, d'où l'idée de la coopération. Là, je sais pas comment vous dire, les gens que j'adorais, on s'adore beaucoup moins en ce moment. Mais et je leur en veux pas comme ils m'en veulent pas, parce qu'en fait, on est tous super inquiets. Donc je vais faire joker pour ce coup-là, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va l'année prochaine. Alors moi, je vais parler des moyens plutôt humains en établissement et je laisserai Frédéric parler des moyens budgétaires. Donc en établissement, on le disait tout à l'heure, le manque de temps, le manque de personnel. Pour avoir cette expérience-là, je pense que les projets, il faut qu'ils soient présentés en amont, avec les missions de chacun et un calendrier bien défini. Il faut travailler ces projets avec la direction et l'encadrement, de manière à ce que l'encadrement puisse détacher le personnel
sur le projet. Si ce n'est pas fait en amont, si ce n'est pas discuté, c'est vrai qu'on peut rencontrer des difficultés. Donc, d'où l'intérêt de présenter les projets suffisamment tôt pour que le personnel puisse être détaché. C'est vraiment un travail de collaboration avec l'encadrement. Moi, juste un mot, pas le mot de la fin, parce qu'il te reviendra, sur la question des financements croisés. Alors moi, je suis d'ici, donc je vais faire un peu attention à ma parole, mais pas trop, en fait. Les collectivités locales sont soumises à une pression budgétaire extrêmement importante, et les lieux que nous dirigeons ne sont pas éloignés, on n'est pas en dehors de la vie, du réel, hein, c'est pas... Voilà. Simplement, juste rappeler que le département de la Dordogne est en difficulté, et il y a un retrait qui, j'espère, ne sera que ponctuel d'un certain nombre de lieux culturels ou d'opérations culturelles. Et juste rappeler que les financements croisés qui ont leur vertu, croisés, ça veut dire, c'est un mot un peu, un jargon administratif, c'est entre la région, l'État, les villes et les Comcom ou les agglos. Ça indique aussi le croisement des regards. Hein. Financement croisé, c'est croisement des regards. Ça veut dire en fait que chacun porte ses éléments de politique publique et qu'on essaie d'articuler ça sur un projet. Là, ce qui est mis en risque, c'est l'idée même de ces financements croisés. Et donc, il y a un vrai, je pense, danger. Et je ne jette la pierre à personne, hein, puisque les questions budgétaires, elles sont nôtres, hein, ce sont nos impôts. Mais il y a un vrai danger au regard du vrai poids budgétaire de ce que nous représentons, parce que nous ne représentons en fait pas grand-chose. C'est surtout ça que parfois il faut rappeler. Et vous dire également que là, je fais vraiment un pas de côté sur le citoyen que je suis également, c'est qu'en Dordogne, il y a aux législatives, sur les 4 circonscriptions, il y a 3 députés RN. Et que pour faire... je ne dis pas que nous sommes remparts, hein, les lieux de culture, les remparts absolus, un peu messianiques comment dire, des idées du... C'est pas du tout ça que je dis. Néanmoins, si je fais écho au projet de Baraka, le chapiteau dont parlait Marilyn, qui a été accueilli en résidence pendant 2 mois en Dordogne, c'est juste de petit, après j'arrête, qui a été accueilli 2 mois en résidence à Exideuil. Au bout de 4 jours, il y a un élu d'Exideuil, il est parti, je ne le cite pas, et je ne me rappelle pas son nom. Il est arrivé, il s'est approché, Baraka, c'est 8 ou 9 caravanes, un chapiteau. Ce sont des gens qui viennent du sud de Limoges, hein, donc circuit court. Et c'est une équipe qui a joué en autodiffusion en Espagne, au Maroc, en Amérique du Sud. C'est une équipe qui produit de la médiation en permanence. C'est une équipe qui a une élasticité intellectuelle et qui met exigence de relation, exigence artistique au même endroit. Il y a un élu qui se pointe 4 jours après, tu te rappelles Marilyn, et qui leur dit, comme ça, moi j'étais pas là, j'étais à l'Agora, ah bah depuis qu'on sait que vous ne mangez plus de hérisson, finalement on a le sourire. 4 jours après. Et l'autre exemple qui est plus joyeux, ça ne veut pas dire que... Voilà. Et donc ça a fait avancer, ça ne résout rien. C'est pas ça que je veux dire, je suis nettement plus modeste que ça. Et l'autre exemple on menait un projet au cœur de l'hôpital. Là, on n'avait pas fait trop de pas de côté, on était au cœur de l'hôpital. Et il y avait un mouvement de grève, je ne sais plus pourquoi. Pourquoi il y avait une grève? Il y avait un mouvement social pour manque de personnel. Manque de personnel. Et on était en plein projet culture santé. Et les grévistes ont eu l'élégance de suspendre leur mouvement pour mieux le reprendre après le départ de la caravane circassienne. Et ben, c'était une belle élégance. Alors, on n'est pas des piquets de grève, je veux dire par là que l'histoire elle était comme suffisamment intégrée pour qu'elle puisse permettre en fait des compromis acceptables entre tout ce qui se jouait en fait au cœur de l'établissement. Merci beaucoup pour... Oui. Alors, on m'a demandé de libérer la salle à 13h, mais on a 2 minutes. Je vais être très brève. Un point un peu... Enfin, voilà. Peut-être pas si politique, mais technique. Je sais qu'à l'endroit de notre territoire, donc, on a signé un contrat avec la DRAC, donc un COTEAC, ce qui nous permet d'avoir des financements qui sont garantis pendant 3 ans. Et en fait, quand on monte ce genre de projet, où on n'arrête pas de parler de temporalité, à un moment donné, il faut être honnête aussi sur le fait qu'il faut qu'il y ait des engagements au long cours. Si chaque année, il faut se rebattre au moment du vote du budget sur est-ce que je veux avoir des sous pour faire des projets avec les structures du territoire, avec des artistes, ça met vraiment en péril la relation. Parce que du coup, on ne peut pas avancer, on ne peut pas mobiliser des gens sur des temps de réunion, on ne peut pas mobiliser des gens au téléphone, par mail, etc. Si au bout du bout, en fait, on leur dit oui, bon, par contre, on verra, hein, parce que pas sûr que cette année, ça passe. Donc il faut vraiment qu'il y ait un engagement aussi à cet endroit-là. Merci pour tous ces retours et surtout tous vos témoignages sur ces questions
du territoire, que ça aille sur des questions politiques, stratégiques, opérationnelles et techniques. Juste avant que tout le monde ne quitte la salle, on va pouvoir continuer les échanges en déjeunant et cet après-midi sur la table ronde qui suivra, qui va, je pense, revenir sur un certain nombre de choses qu'on s'est dit là et qu'on va pouvoir continuer à approfondir.